Enjeux de société. I did not know Jeffrey Epstein. Sexual relations with that woman. I never went to his island. Bon, mélange des Clinton, Hillary hier et son mari il y a 28 ans là, qui expliquait ne pas avoir eu de relation sexuelle avec Monica Lewinsky. Façon humoristique de rappeler que la vie sentimentale, si on peut l'appeler comme ça, où les pantalons de M. Clinton ont causé des ennuis à lui, à son couple, à la politique de sa conjointe durant toute sa vie. C'est Georges Mercier qui est là aujourd'hui en remplacement de Stéphane. Bonjour Georges. Bonjour Mario. Et bon, Mme Clinton, je me mettais dans sa peau, quoi de plus désagréable que ce qu'elle avait à faire hier, parce que dans le fond, c'est pas son affaire à elle, là, c'est son mari. Elle a été quand même solide, là, on l'a senti, relativement peu émotive, j'oserais dire même très politique là, pour quelqu'un qui y est plus au quotidien dans la politique. Ouais, ben, au risque de faire une mauvaise blague, il faut dire qu'elle a l'habitude de parler de ce type de scandale-là. Une chose est certaine, elle avait intérêt à être bonne, parce que s'il y a une affaire qu'elle ne devait pas faire, c'est ouvrir une porte. Ouvrir une porte pour donner prise à ces républicains qui cherchent à associer Epstein à Clinton, donc à des démocrates plutôt qu'à des républicains. Parce que ce qui est intéressant depuis quelques mois, c'est qu'il y a un genre de concours politique à savoir, est-ce que c'est un scandale républicain? Est-ce que c'est un scandale démocrate? En fait, ce dont on se rend compte quand on regarde ces documents-là, c'est que c'est pas un scandale politique. Les membres de l'élite qui sont entachés par Jeffrey Epstein étaient républicains et démocrates. Ils étaient au-dessus de la politique, justement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est tellement ça, là. C'est tellement ça. Epstein, on pourrait dire, était... Pour ceux qui aiment la non-partisanerie, là, Epstein, pour des considérations basses, était au-dessus de la partisanerie, était l'ami de tous les partis. Bon, ça, c'est Hillary. Aujourd'hui, c'est Bill. Je sais que c'est toujours, il n'y a rien de plus risqué que d'interpréter des photos. Mais dans son cas, les siennes rendent difficile la thèse qu'il n'était avec Epstein que pour une relation d'affaires, là. Mais écoutez, moi, j'ai pas l'habitude dans mes relations d'affaires d'aller dans des tourbillons avec mes partenaires d'affaires et des jeunes femmes. C'est ce qu'on voit sur ces photos-là. Donc, une image vaut mille mots. Clairement, ils avaient une relation qui était assez amicale. La question, c'est est-ce qu'il a fait des actes répréhensibles ou criminels? Chose certaine, si c'est le cas, il ne l'avouera pas. Mais les républicains vont tenter à nouveau de lui faire dire des choses pour pouvoir, disons, détourner l'attention de Donald Trump. Parce que c'est lui, en ce moment, qui, dans les nouvelles, recommence à être au centre de l'attention de l'affaire Epstein, parce qu'on apprenait que certains documents n'auraient pas été publiés parce qu'ils parlaient d'une plainte, d'une éventuelle agression que Trump aurait fait dans les années 80. Et là, la question, c'est est-ce que ces documents-là vont être rendus publics? Ouais. Et Mme Clinton, d'ailleurs, elle, hier, elle a renvoyé le miroir sur Trump, a demandé formellement qu'il témoigne sous serment. Il reste les républicains sont majoritaires dans les chambres, mais est-ce que la pression... Parce qu'il y a quand même une pression populaire, incluant dans le mouvement MAGA. Là. Il y a beaucoup de supporters de Trump qui, depuis des années, sont derrière l'idée qu'Epstein, c'est un scandale démocrate, mais surtout un scandale où toute la lumière doit être faite. Tous les documents doivent être révélés. Est-ce que cette pression-là pourrait amener Trump à être obligé d'aller plus loin? Ben, il y a plusieurs éléments ici, parce qu'en fait, l'affaire Epstein, c'était au départ un enjeu républicain, c'est de plus en plus un enjeu démocrate. J'ai regardé un sondage ce matin avant qu'on se parle, 61% des républicains sont d'accord pour qu'on passe à autre chose, qu'on cesse d'en parler. C'est seulement 21% des démocrates qui veulent passer à autre chose. Donc, on est passé d'une affaire républicaine, c'est très important durant la campagne présidentielle, à une affaire démocrate, parce que les démocrates sentent le sang et sentent qu'ils peuvent se servir de ça pour entacher le président. Mais un élément qui est très important à retenir ici, aux États-Unis, le département de la justice dépend directement du pouvoir exécutif de la Maison-Blanche. Donc, si vraiment il y a là-dedans des éléments qui pourraient compromettre Donald Trump, c'est à peu près certain qu'ils ne seront pas rendus publics tant qu'il est au pouvoir, d'autant plus que le principal critère de sélection des hauts placés du département de la justice, aujourd'hui, ça a été quoi? La loyauté à Donald Trump. Donc, si on a des fonctionnaires fédéraux loyaux, un président qui n'a pas intérêt à ce que quoi que ce soit sorte et qui a le pouvoir de tenir le couvercle sur la marmite, ça risque de rester comme ça. Depuis plusieurs semaines, moi, j'analyse quand même cette affaire-là, peut-être à cause de mon passé. Tu sais, moi, je considère qu'il y a... On parlait de Burger King plus tôt dans l'émission, là, le brand, là, la marque. Il y a aussi ça pour les politiciens, les élus, les personnages ou les partis politiques. Et dans le cas de Trump, son grand succès, ou un de ses grands succès, c'est d'avoir réussi à se positionner comme l'homme du peuple contre les élites. Puis je sais que c'est bizarre, le gars est milliardaire, tout ça, mais malgré tout,
lui était contre les élites, lui était du bord du monde, du petit monde, du travailleur ordinaire, des gens ordinaires, contre les milliardaires, contre les élites, puis il allait protéger le monde ordinaire contre ces élites qui leur veulent du mal, puis ce complot des élites. Mais là, dans l'affaire Epstein, c'est comme si tout à coup, la question se pose, Trump, il est de quel bord de la clôture? Parce que là, s'il était avec la gang à Epstein, puis qu'il était là, ça veut dire que lui, des fois, je veux dire, pour moi, c'est une évidence, là, mais je veux dire, pour ses électeurs, il est-tu rendu du côté des élites ou je me suis fait avoir? Il est-tu vraiment de mon bord? Pour lui, sur le plan de sa marque de commerce, il y a quelque chose de délicat, là. Ah, mais ça, c'est vraiment intéressant. Je me faisais une réflexion similaire parce que l'affaire Epstein, c'est quoi? C'est le scandale populiste par excellence. Parce que qu'est-ce que ça nous présente? Une élite déconnectée qui vit selon ses propres règles, qui a des mœurs très questionnables. Et qui, Respecte donc, pas vraiment, les lois, abuse des mineurs. ça vole en jet privé. En fait, c'est un peu ça qu'on a dans la rhétorique populiste. C'est que l'élite est déconnectée du peuple. Elle opère selon des règles qui sont pas les nôtres. Et donc, elle se permet de faire des choses que le peuple ordinaire n'aurait pas le droit de faire. Et Donald Trump, c'est vrai qu'il a fait sa marque de commerce sur le rejet de ces élites-là. Qu'est-ce qu'il disait? Drain the swamp. C'est-à-dire, libérons-nous d'élites corrompues. Et là, il se retrouve dans la position inverse à devoir les défendre. Et la raison pour laquelle il doit peut-être les défendre, en quelque sorte, c'est qu'il a des proches donateurs. Je pense par exemple à son secrétaire au commerce, qui était lié à Jeffrey Epstein. Donc, s'il a des proches lui-même qui pourraient être entachés, il a raison de les défendre d'un point de vue purement politique. Eh bien, à suivre. Donc aujourd'hui, Bill Clinton devant le Congrès. Négociation sur l'Iran. Monsieur Trump avait envoyé quand même des forces militaires aux portes de l'Iran, majeures. Là, toute la semaine, d'un côté et de l'autre, du côté américain, du côté iranien, quand même, les messages vont dans le sens que des pourparlers productifs auraient lieu jusqu'à un certain point. On y croit ou on n'y croit pas? On nous parle de progrès significatif, ce qui en général veut dire que ça ne progresse pas aussi vite que ça pourrait progresser. Chose certaine, en Iran, en ce moment, il y a un gouffre entre les ambitions américaines et les ambitions du régime iranien. Parce qu'il y a deux enjeux principaux, le nucléaire et les missiles balistiques. Pour le régime iranien, le nucléaire et les missiles, c'est une politique d'assurance-vie. Les Américains veulent qu'ils délaissent ces ambitions-là. Ce qui est demandé au régime, affaiblissez-vous. Donc forcément, le régime iranien n'a pas intérêt à faire ça. Le problème, c'est que Donald Trump a mis sa crédibilité en jeu sur l'Iran. Parce que rappelons qu'au plus fort des manifestations, il avait dit « continuez à manifester, l'aide s'en vient ». Et il ne s'est rien passé jusqu'à maintenant du côté des Américains, alors que les Iraniens ont quand même, ça je le rappelle parce que c'est important de le rappeler, massacré à peu près 30 000 membres de leur propre population. Donc, c'est un régime qui a plus nécessairement de droit à gouverner en Iran. Donc, les États-Unis attendent de frapper. Là, ils se sont donné les capacités militaires de le faire. Il y aurait autant d'armement matériel militaire au Moyen-Orient en ce moment qu'avant la guerre d'Irak en 2003. Donc, ils pourraient frapper. La question, c'est est-ce que Donald Trump va choisir de le faire ou au contraire, il va se satisfaire d'un accord qui ressemblerait à l'accord qu'on avait passé sous Obama, qui limite la production de nucléaire, mais pas grand-chose de plus. Sauf qu'en Irak, il n'y a pas eu beaucoup de... Il n'y avait pas eu le genre de résistance parce qu'on avait un régime beaucoup plus faible quand même que l'Iran. Là. On s'est rendu compte que le pauvre Saddam Hussein était tout seul avec son lunch dans un trou qui n'était pas vraiment armé. Tout ça est devenu une grosse joke. Sincèrement, je pense pas que ce soit le cas de l'Iran. Je sais pas ce que l'Iran ferait en cas d'attaque américaine, mais certainement une capacité de réplique un peu plus sérieuse. Ah non, l'Iran a une capacité de nuisance très, très, très sérieuse. Puis une des craintes chez les militaires américains, c'est qu'il n'y a pas assez de défense antiaérienne des bases américaines dans la région pour éviter des pertes de soldats, de vies humaines, si l'Iran devait répliquer. Un élément qui est intéressant, c'est que la question est très time sensitive en bon français en ce moment parce que le régime iranien n'a probablement jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. Et la grande crainte qu'on avait, à savoir que si les Américains frappent, on a un effet de drapeau en Iran, les Iraniens se retournent vers le régime, le soutiennent et donc on aurait une guerre prolongée. Peut-être que cette crainte-là, elle ne tient plus aujourd'hui parce que la population iranienne elle-même est prête enfin à se libérer des mollahs. Si c'est le cas, on pourrait avoir une situation plus positive que ce qu'on pourrait craindre. Très intéressant. Georges Mercier, merci. Bye bye. Merci à vous.